Alors, quelques consignes, évidemment, avant de recommencer. N'oubliez pas que le conférencier ne vous connaît pas. Donc, j'insiste toujours pour que vous dites votre prénom et nom et lieu de provenance quand vous parlez afin de permettre à votre conférencier de savoir d'où vous venez dans les Amériques. Tout à l'heure, je voulais aussi une autre consigne, c'est qu'on va poursuivre avec le mode interactif. J'ai remarqué que les conférenciers parlent, vous posez des questions. Je pense que c'est très bien, ça ajoute un dynamisme aux présentations plutôt que d'attendre à la toute fin. Et puis aussi, ça oblige le conférencier à être plus précis, et à bien répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, on va continuer avec le mode interactif. Shidley est tout à fait d'accord pour ça. Donc, on était tout à l'heure dans la convention internationale, donc dans un cadre international, et on a essayé, à partir de l'international, de se situer comme francophone des Amériques dans une perspective panaméricaine, internationale, locale. On a interpellé les niveaux national, provinciaux, régionaux, etc. Donc, on voit que l'économie des échanges s'inscrit à des échelles différentes, mais on a vu aussi qu'il y a des interactions. Là, on va passer à une autre échelle, en fait, qui est maintenant le Canada, le Québec. Et Shidley va nous parler donc des réalités, des enjeux de l'immigration francophone. Évidemment, tous les gens qui représentent des pays ici ne viennent pas tous de pays avec des politiques d'immigration identiques. Dans certains cas, on a affaire à des logiques d'émigration par rapport à immigration, des migrations internes, etc. Donc, évidemment, ici, on a un cas de figure. Je ne vais pas vous présenter Shidley Belkodja très longuement, parce que sa biographie est décrite dans votre programme. Mais comme pour Daisy, je vais aussi peut-être te laisser te présenter. Et évidemment, on le remercie très sincèrement d'être ici parce qu'n'oubliez pas que nos deux conférenciers et nous-mêmes, nous sommes tous ici un dimanche matin. Hein? Donc, il faut vraiment être convaincus. Alors, merci, Shidley. Merci. Merci. Donc, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? OK. Donc, merci au Centre de la francophonie des Amériques et au comité organisateur de m'inviter. Je suis très content d'être ici. Et puis, je vais vous parler donc du thème de l'immigration. D'abord, moi, ça fait des années que j'ai travaillé cette question-là. C'est une question qui n'est pas évidente quand on m'a demandé aussi de lier en fait l'immigration francophone en dehors du Québec et la question de l'immigration au Québec. C'est rare. Hein? Souvent, on a tendance à distinguer les deux. Et puis, c'est un peu aussi l'histoire de ma propre trajectoire. Moi, je suis arrivé au Canada, j'étais un petit garçon, j'avais 4 ans, et je suis arrivé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 1970. Mon père a immigré, on a immigré via la France, mais de la Tunisie. Et depuis 2014, je suis maintenant à l'Université Concordia à Montréal, dans une toute autre réalité de l'immigration. Alors j'ai connu surtout, moi, l'immigration du petit nombre, du tout petit nombre à une époque. Ça a grossi. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, ça prend de l'ampleur, quand même, en dehors du Québec. Mais à Montréal, c'est évident que l'immigration est une réalité du quotidien. Le Québec reçoit plus de 50 000 immigrants par année. La plupart vont à Montréal, mais il y a aussi une régionalisation de l'immigration. Donc, toutes ces questions-là m'intéressent beaucoup. C'est des choses que j'ai, comme j'ai dit, j'ai commencé plutôt à l'extérieur, mais de plus en plus aussi, je m'intéresse à des questions liées à l'immigration, plutôt dans le contexte métropolitain. Donc, je vais un peu jouer sur ces deux aspects-là. Et puis, je vais vous présenter un peu le résultat de toutes sortes de recherches que j'ai menées, et puis aussi des travaux qui existent. Mais je voulais d'abord un peu situer mon approche par rapport à l'immigration, comment je vois cette question-là, comment je l'ai travaillée. Ensuite, peut-être vous présenter des balises, hein, des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui dans nos sociétés par rapport à l'immigration et à l'intégration. Donc, sortir même du Canada, revenir peut-être après sur le contexte canadien et québécois, et puis vous proposer quelques illustrations de la recherche et terminer avec une conclusion, si j'y arrive. Mais posez-moi des questions pendant, ça ne me dérange pas du tout.
C'est comme ça que j'avais prévu un peu cet échange ce matin. Donc mon approche, moi je dirais, c'est l'interdisciplinarité. Je suis politologue, j'ai fait des études de sciences politiques, mais en même temps, je considère surtout l'immigration comme un sujet qui m'a amené à adopter vraiment une approche très interdisciplinaire et surtout en m'intéressant au concept de mobilité. Donc la mobilité aujourd'hui définit nos espaces. De plus en plus de personnes, d'individus, on a parlé de marchandises ou de biens dans le contexte de la globalisation, mais on sait aussi qu'il y a une mobilité d'individus. Pour certains, vous allez voir, cette mobilité est facile, fluide, tapis rouge, vous vous promenez. Mais pour d'autres, elle est beaucoup plus difficile, elle est risquée, elle est parfois, comme on le voit dans l'actualité, elle se termine mal, elle est contrôlée par des individus qui profitent de situations. Donc, elle est extrêmement difficile, mais la mobilité, elle est là pareil. Hein? Quelqu'un qui veut aller en Europe, qui veut partir, traverser une partie du continent africain, aller en Libye, passer du temps en Libye et ensuite essayer de faire le saut pour aller sur l'île de Lampedusa ou ailleurs dans le sud de l'Italie, c'est une forme de mobilité. Comme l'étudiant étranger qui vient faire un MBA dans une université américaine, c'est de la mobilité. Celle-là, elle est peut-être un peu plus facile. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est un travail intéressant quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. J'ai aussi, je dirais, je m'intéresse à la fois, donc peut-être quand on parle de mobilité, c'est voir un peu ce qui se passe au niveau large, mais aussi au niveau peut-être plus micro. Travailler à partir de l'ethnographie, ça c'est quelque chose que j'ai pratiqué aussi, mais s'intéresser à la condition du migrant. Quel est l'immigrant? Qui est l'immigrant? Quelle est sa trajectoire? Quel est son vécu? Et ça, il y a des auteurs qui m'interpellent beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment de comprendre cette condition du migrant. Le migrant a beaucoup changé aussi. Par exemple, je vous ai cité un auteur, Sayad, qui s'intéressait au début aux travailleurs algériens, à des travailleurs qui partaient en France, des hommes seuls, qui partaient travailler dans les années 50, même avant, et qui étaient seuls et avaient une condition particulière. Une fois plus tard, la famille viendra, ça changera la dynamique de l'immigration dans un pays comme la France énormément. Les Mexicains qui viennent aux États-Unis, souvent c'est aussi des migrations peut-être de travailleurs, ça a été, après c'est devenu des migrations aussi clandestines, difficiles, non reconnues par l'État, par les États. Ça développe des conditions particulières. J'ai aussi fait du cinéma, ça m'a beaucoup aidé pour un peu réfléchir à l'immigration. J'ai fait un documentaire sur les étudiants internationaux et les étudiants étrangers, puis ça m'a amené à réfléchir au documentaire, mais aussi au cinéma sur l'immigration. Je trouvais qu'il y a tellement de choses intéressantes dans le cinéma sur l'immigration, donc ça m'a amené aussi là-dessus. Et puis récemment, un essai, vous avez un chapitre de cet essai-là, un essai qui travaille sur un projet autour de l'immigration, surtout au Nouveau-Brunswick. Ça m'a beaucoup intéressé, mais avec une autre collègue, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment le travail très universitaire, plus sérieux. Ça c'est là où on peut se libérer, puis on peut écrire plein de choses, voyager, puis avoir le droit de choisir une toile d'un artiste que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est un travail sur la régionalisation, l'immigration en dehors des grands centres. Ça, je veux dire, c'est un travail que j'ai mené aussi avec une collègue à Sherbrooke et bien d'autres. Mais je trouve je situe un peu mon travail là-dessus. Ça va? Donc, quand on pense à quelques balises, là, c'est un peu plus théorique, je dirais, comme j'ai dit, aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, je vais vous présenter deux diapos qui situe un peu de façon très globale. On parle de migration et mobilité, donc je l'ai déjà un peu expliqué, des régimes de mobilité différents. Alors je dirais, il y a compétition, fluidité, je crois qu'il ne faut pas oublier, donc il y a cette mobilité, on a souvent tendance à la définir de façon positive, mais la mobilité, elle est aussi marquée par toutes sortes de problématiques, et dans un monde globalisé, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. Dans l'immigration, et ça on l'a beaucoup vu au Canada aussi, on a toujours défini un peu l'immigration à partir du rôle de l'État. Mais il y a d'autres acteurs qui apparaissent. Alors je dirais il y a des nouveaux joueurs. Certains sont questionnés à savoir est-ce que c'est un désengagement de l'État? Alors certains diront oui, l'État, comme au Canada, va dire bon, on veut que d'autres joueurs participent
à ce qu'on appelle l'immigration, donc des acteurs économiques. Les provinces, dans notre contexte fédéral au Canada, l'État donc veut qu'on participe un peu, mais en même temps, on pourrait dire, est-ce que l'État est en même temps en train de renforcer? Sur certains aspects, quand on pense à l'immigration, l'État peut renforcer sa présence, surtout par rapport au contrôle, à la surveillance, à l'aspect peut-être plus sécuritaire, mais en même temps, sur l'aspect économique, sur l'aspect mobilité, on veut aussi que d'autres acteurs participent. Alors, il y a un peu une contradiction, certains diront là-dessus, mais c'est un peu la réalité dans laquelle on est. Et ça s'inscrit aussi, donc là, au Canada, on a beaucoup parlé de nouvelle gouvernance, provinces, municipalités, société civile, agences économiques. Il y a toutes sortes de travaux là-dessus et ça nous a amené peut-être à cet aspect ici. Vous voyez, au Canada aussi, on est très favorable en fait à l'idée qu'il faut savoir mieux accueillir les immigrants. Quand on faisait notre travail sur la régionalisation et la répartition, on est allé dans d'autres pays, comme en Belgique. Je me rappelle, on parlait à des gens qui travaillaient sur l'immigration, qui disaient « Comment ça, au Canada, vous voulez que les immigrants aillent ailleurs? Vous voulez accueillir des immigrants dans des petites villes? Vous avez une politique de régionalisation? » On n'entend pas ça en Europe. On n'a pas nécessairement même envie de voir des immigrants s'installer dans des plus petites villes. Mais au Canada, on a développé, alors, par exemple, tout un concept, le concept de communauté accueillante, ça s'est développé en anglais. Actuellement, il y a toute une logique aussi de faire fonctionner des acteurs ensemble dans ce qu'on appelle des partenariats locaux en immigration. Donc, c'est tout sur le terrain, on voit toutes ces expériences de gouvernance où on essaye de faire passer le message que l'immigration, c'est aussi un travail qui se fait à partir de la communauté qui accueille. Donc, alors, il y a tout un développement là-dessus. Mais le grand débat, je dirais qu'il y a des débats. Il y a des débats qui tournent et c'est les grandes questions de l'heure, je dirais. Là, j'ai essayé de les placer sur une diapo. Ça pourrait être tout un cours de 30 heures. Mais c'est bien sûr, quand on pense à l'immigration, il y a une conception qui reste politique. Finalement, moi, je crois que c'est fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est la citoyenneté. Et qui a accès à la citoyenneté. Donc, les conditions d'accès à la citoyenneté, c'est un élément capital. Et je trouve qu'aussi, là, vous voyez, on est dans un contexte où il y a des différents régimes d'accès. Alors, certains ont accès plus facilement à la citoyenneté que d'autres. Et ça, pensons aux travailleurs temporaires, par exemple. Les travailleurs temporaires, même au Canada, ont des difficultés. On ne peut pas imaginer pour certaines personnes qu'on puisse rendre plus facile l'accès à la citoyenneté pour certaines catégories d'immigrants. On peut même la rendre plus compliquée. Les réfugiés, on va leur semer des obstacles, on va essayer de rendre la vie plus difficile à certaines catégories d'immigrants. Et ça, je veux dire, c'est un peu les travaux aussi de certains auteurs fascinants sur les différents régimes d'accès. L'autre grand débat qu'on a connu au Canada, celui-ci est important aussi, c'est la question de l'intégration économique. Au Canada, on est dans un modèle très économique. Comme au Québec, on sélectionne des immigrants économiques. On veut sélectionner des immigrants qui vont finalement répondre le plus rapidement aux besoins du marché de l'emploi. C'est un peu la mécanique de notre système d'immigration au Canada. On s'est aperçu, il y a quelques années au Canada, qu'on recrutait des immigrants, et je vais vous montrer comment on le faisait pendant longtemps. On s'est aperçu que même si on recrute des immigrants qui, sur papier, ont des diplômes, ont une capacité langagière assez élevée, ont ce qu'il faut, on s'aperçoit que quand ils arrivent au Canada, ils se déqualifient. Hein? Ils perdent rapidement, ils se trouvent à être c'est ça, le principe de la déqualification. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu au Canada à partir des années 2000. Il y a eu des travaux importants. Le name tag. Wow. OK. Voilà. C'est un genre de truc, ça. Faut que je m'enlève. C'est le genre de truc que j'aime pas. Vous allez voir, je suis très malhabile. Voilà, et j'ai réussi. OK, donc déqualification. Déqualification économique, c'est un peu la réalité qui, vous allez le voir un peu plus tard, qui a poussé le gouvernement à changer un peu sa façon de sélectionner les immigrants.
Alors, on est dans un modèle, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Hein. Le gouvernement fédéral, en 2005-2006, on lui présente des études, Statistique Canada, des grands sociologues, certaines études qui montrent qu'il y a un problème. On sélectionne des gens, mais finalement, ils se déqualifient. Alors, le Canada n'est plus compétitif. C'est un peu le langage du gouvernement. Il faut changer le système. Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est qu'ils se disqualifient? Ils ne font pas les jobs qu'ils sont supposés faire? Ils ne travaillent pas dans les domaines où... Ben, c'est ça, ils peuvent être sélectionnés parce qu'on dit « Oh, vous avez un diplôme, vous êtes un scientifique, vous maîtrisez soit l'anglais ou le français, vous êtes jeune, donc vous avez des points sur un système de points. Clink, vous rentrez, mais on ne vous donne pas un emploi attaché à cela. Et après ça, on vous dit, mais vous devez vous trouver un emploi, vous devez un peu naviguer dans cette nouvelle société qu'est le Canada. Mais le problème, vous frappez des murs parce que l'ordre professionnel des ingénieurs, par exemple, ne reconnaît pas votre diplôme algérien. Et donc, on vous dit, mais vous pouvez peut-être vous reformer un petit peu. Alors, on va vous proposer, et ça se développe beaucoup, mais des individus sont dans des situations précaires. En fait, c'est la précarité. Il faut survivre, il faut vivre. Alors, on accepte de travailler peut-être dans un domaine qui est moins qualifié que ce qu'on a comme qualification, et on se déqualifie. Parce qu'après, c'est très dur, en fait, de remonter l'échelle quand on est pris à... Alors, moi, je l'ai observé même dans des gens qui vont travailler dans des centres d'appel, des gens diplômés, des étrangers, qui finalement, ils doivent travailler. Parfois, ils s'aperçoivent qu'il y a quelques possibilités. C'est un peu ça l'idée de la... Alors, vous allez voir, on va changer, le système évoluera. On va vouloir le changer, surtout à partir de un peu cette sonnette d'alarme qui a été, qu'on a bien entendu il y a peut-être il y a une dizaine d'années, ça a commencé ce discours au Canada, que notre système de sélection ne fonctionnait pas très bien. L'autre élément, et qui est peut-être plus près de nous, on a aussi tout un débat actuellement, bien sûr, sur ces questions-là. Nous saurions, il y a une espèce d'insécurité, je ne sais pas comment il y a un malaise identitaire. Dans certains travaux aussi, on voit ce mot qui est très à la mode, hein, l'anxiété. C'est un mot très à la mode, l'anxiété, très individuel, peut-être. En psychologie, on peut comprendre. Mais on parle aussi d'anxiété collective, d'anxiété, population qui deviennent anxieuses face à certains phénomènes identitaires. Alors c'est sûr que là, j'en ai mis plusieurs. On parle d'un repli du multiculturalisme, promotion de l'identité nationale, comme on a vu au Québec ou même au Canada, dans beaucoup de pays. Cette espèce, ça veut dire quoi, la promotion de l'identité nationale, de valeurs communes, de valeurs nationales. Et ça s'est peut-être aussi un peu focalisé aussi sur une question qui est présente dans l'actualité. Finalement, c'est le rapport entre l'islam et l'Occident. Population immigrante dans certains pays qui viennent donc de pays musulmans. Et comment se fait cette rencontre? Et j'ai lu un très beau livre d'une auteure qui avait fait un travail, et ce n'est pas le titre de son ouvrage, je l'ai un petit peu changé, mais elle avait fait un travail sur en fait, la relation entre l'islam et l'Occident, en remontant dans l'histoire et en montrant qu'il y avait une relation. Qu'il y avait une espèce... C'était des étrangers, elle dit, qui étaient quand même assez familiers. On pense il y avait une connexion, et ce qu'elle dit finalement, c'est qu'avec beaucoup de phénomènes, les choses ont bien changé, c'est sûr, on est devenu de moins en moins familier peut-être avec l'autre, et ce qui provoque donc des réactions, des peurs, des craintes. Et ça s'exprime beaucoup aujourd'hui autour de cette question-là. Ça va? Donc, je vais passer au Canada. Le Canada aussi, c'est le pays, beaucoup connaissent, mais il y a aussi quelques perceptions. Ça, c'est encore, si je reprends des choses bien, c'est très, très basique, tout ça. Quelques perceptions, on entend souvent cette idée-là. Le Canada est un pays bâti sur l'immigration. Il y a une narration de l'immigration. Ça, je trouve ça fascinant. Et puis, moi, je m'éloigne de la science politique quand je pense à ça. Je vais voir ce qu'il y a dans le cinéma, je vais voir ce qu'il y a dans la littérature. Vous en connaissez peut-être. Nancy Houston, qui a écrit Le Cantique des Plaines. C'est un très bel ouvrage où elle décrit un peu l'histoire de son grand-père, peut-être, un immigrant qui arrive d'Europe de l'Est, qu'on achemine
dans des trains et qui doit finalement, l'image toujours qui arrive et puis on lui donne une pelle et puis voici ta terre, mais la terre est pleine de cailloux, il faut qu'il travaille. Mais c'est une image de la narration très forte de cette migration qu'on a connue dans l'Ouest canadien. Le film de Jacques Godbout aussi, qui est très beau, Pour quelques arpents de neige. Si vous avez la chance, vous allez sur le site de l'ONF, vous pouvez le visionner. C'est un beau film de 20 minutes à peu près sur cette histoire de l'immigration au Canada au début des années 60. Où là, vous avez surtout des Européens aussi encore, ou je pense qu'il y a des gens du Liban, de la Syrie, et vous avez donc cette espèce de narration qui se construit. On a aussi toujours cette image qu'on souhaite l'immigration. Au Canada, on est ouvert, on est tolérant, on a un discours assez ouvert, c'est vrai, et on se compare souvent. Vous allez dire, si on se compare avec l'Europe, c'est sûr qu'au Canada, on peut se féliciter. On est vraiment un pays, la fine pointe. On est devant parce qu'on accueille des immigrants, on a une certaine tolérance. Les Canadiens reconnaissent l'apport de l'immigration. Et puis on entend aussi parfois ce type d'affirmation, en fait, on est tous des immigrants. Ça, c'est aussi très commun. Et je me dis que dans d'autres pays, on ne doit peut-être pas utiliser le même genre de langage. On a aussi, bien sûr, une histoire qui est cette méga transformation ici, qui est l'espèce de narration. Oui? Une petite Victor Montoya. Oui. Pour voir un peu les enjeux de cette immigration par rapport à l'intégration, quel est le fonctionnement de l'accès à la nationalité au Canada? Parce que c'est quelque chose les fils d'immigrants deviennent canadiens, un immigrant peut-il accéder à la nationalité canadienne? Parce que quand on compare l'immigration en France, en Allemagne par exemple, la question de l'accès à la nationalité pose des problèmes. Non, au Canada, c'est un des pays en fait qui se vante d'avoir un accès le plus ouvert à la citoyenneté. La nationalité. Un fils d'immigrant qui est au Canada, est-ce qu'il est canadien ou pas? Oui, bien oui. sûr. Et un immigrant peut accéder une certaine quantité d'années à la nationalité canadienne? Oui. Ça, c'est un enfant d'immigrant et s'il est né au Canada, il est canadien. Oui. Pas la nationalité, oui. Le droit du sol, oui, pur. Oui. Parce qu'en France, c'est pas automatique. Non, c'est pas la question du sang. En France, c'est ne pas être français. Oui, non, c'est beaucoup plus compliqué. En Argentine, par exemple, c'est un droit du sol aussi. Un immigrant n'accédera jamais à la nationalité argentine. D'accord. Il vivre 30-40 ans dans le pays, il n'aura jamais la nationalité argentine. Donc, en termes d'intégration, ce sont des choses. D'accord. Non, c'est pas comme ça. 7 à 9 ans, je crois. Pardon? 7 à 9 ans. Il y a des dates, mais ça a même diminué. On peut accéder à la nationalité. C'est 3 ans, c'était 5 ans. Ça change beaucoup, mais c'est pas. Oui, mais ça change, mais c'est pas aussi. C'est comme j'ai dit, ça change, mais c'est plus difficile pour certaines catégories. Alors certains auront un accès à la citoyenneté beaucoup plus rapide ou à la nationalité, mais d'autres catégories ne l'auront pas. Ça sera beaucoup plus difficile. Peut-être que tu peux expliquer aussi qu'avant les années 60, en fait, c'est une politique d'immigration choisie. Oui. Donc, le fils d'immigrant, ça ne peut pas être n'importe quel immigrant qui vient au Canada avant les années 60, quand même. Oui, mais c'est ce que je voulais dire là, en fait. Ici, c'est très important. Pendant longtemps aussi, on a, et je veux le montrer après aussi, on a une immigration choisie, mais choisie sur des critères de race surtout, où on a une immigration blanche, anglo-saxonne, américaine, et ça va évoluer. Ça changera seulement en 1967 à peu près, je pense que c'est la date bien précise, où on révoquera dans la loi d'immigration ces clauses qui sont discriminatoires, et on ira vers ce que j'ai appelé là, c'est pas moi qui l'appelle aussi, tout le monde, finalement cette identité canadienne qui reposera sur 2 piliers importants, et on oublie le 3e là, le bilinguisme et le multiculturalisme, il y a aussi toute la question autochtone, mais dans tous ces débats-là, il y aura toujours ce questionnement, mais on s'éloignera finalement d'une identité européenne, la Britishness, qui va être au cœur de toute la politique nationale du Canada jusque dans les années 60. Mais c'est vrai, une immigration choisie. Je vais peut-être juste aller rapidement. Oui, je voulais revenir parce que ça répond un peu aussi à cette idée-là. Quand je pense au Canada, quand on parle du Canada, on a des grandes vagues d'immigration. J'en ai noté
ça pourrait être plus complexe, mais on parle d'une première grande vague. Vous voyez, et on parle de beaucoup d'immigrants. Là, on parle quand même dans cette période-là, c'est énorme en termes, c'est des chiffres plus importants qu'aujourd'hui. On a des travailleurs anglais, des paysans, des fermiers. Ça se fait, donc c'est des gens finalement qui viennent peupler l'Ouest canadien. Et c'est une stratégie de conformité. Il n'y a pas beaucoup de problèmes encore. Il n'y a rien. C'est des gens qui se rentrent dans le moule anglo-saxon, dans l'univers anglo-saxon. Ça va changer un peu à partir des années 20. Puis on voit à partir là, il y a une grande vague qui sera celle de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, où là, on aura surtout ces mobilités encore vers l'Ouest du Canada, mais avec certains traits culturels qui resteront. La religion, on pense les Ukrainiens, par exemple, des populations qui vont venir de l'Europe de l'Est et qui définissent l'Ouest canadien encore aujourd'hui. On sent cette présence-là. Les années 60, c'est une vague aussi qui sera plutôt européenne. Alors on voit là se développer cette immigration économique. Là, on serait peut-être plus dans cette idée d'une immigration de peuplement, hein, où on fait venir des gens pour cette image qu'il faut peupler des territoires qui sont encore vides. Mais à partir des années 60, 70, ça va se resserrer vers une politique beaucoup plus orchestrée qui se développe et qui va donc tenter là, de définir un peu plus ce qu'elle entend par l'immigration économique. Et ça se précise. Je dirais que depuis, on est dans ce mode et surtout depuis, à partir des années 80-90 aussi, on voit au Canada des immigrants qui viennent d'un peu partout. Mais il y a une caractéristique importante, surtout à la fin de ces années-là, ça va être l'immigration de l'Asie. Alors quand vous regardez la composition au Canada des immigrants, des pays d'immigration, des sociétés, des pays qui... Les immigrants viennent de quel pays? C'est surtout... vous avez une idée peut-être? On peut s'amuser à faire le top 5, si quelqu'un veut se tenter. Quel serait le premier au Canada? Au Canada, hein? Ah, ça va peut-être un peu changer, mais quand on regarde les chiffres, si on dit qui rentre, quel pays? La Chine, oui. L'Inde. L'Inde est un pays. Philippines. Hein? Philippines aussi, il y a eu beaucoup. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'Inde, la Corée du Sud. Donc, il y a tout un... C'est vraiment par là. Mais il y a aussi quand même des mobilités venant de l'Amérique latine, de l'Afrique et dans l'espace francophone. C'est sûr que ce n'est pas l'Inde, la Chine. Là, on va avoir la France, qui reste probablement le pays... la France, c'est quand même... on le voit dans les chiffres au Québec et à l'extérieur. Donc l'Europe, mais la France, mais aussi, bien sûr, l'Afrique du Nord et puis certains pays d'Afrique. Et ça joue. Au Québec, il y a Haïti aussi. Il y a la dynamique avec Haïti qui est bien particulière, qui a une histoire, et où on a vu là aussi. Mais au Québec, récemment, on disait c'est la Colombie. On parlait de la Colombie aussi. Donc, vous voyez, c'est assez diversifié. Mais il y a quand même... et quand on voit les chiffres en gros, c'est évident que... Je vais peut-être revenir un peu sur les chiffres. Voilà. Alors, je voulais vous montrer... Quand on parle d'une dynamique d'immigration au Canada, aussi récemment, on fait des distinctions toujours, excusez-moi c'est en anglais là, mais on fait des distinctions entre deux grandes familles ou deux grandes catégories. Là j'en ai mis 3, mais vous allez voir, on dit les permanents ici et les temporaires. Les temporaires, c'est les travailleurs et c'est les étudiants étrangers. Donc il y a la distinction temporaire-permanent. Elle est fondamentale, mais ce qu'on remarque au Canada, depuis quelques années, c'est une augmentation des travailleurs temporaires. Hein? Ça revient, c'est une augmentation des travailleurs temporaires. Notre système change vers un système qui va privilégier plutôt cette idée qu'on fait rentrer des gens au Canada avec des statuts temporaires, et puis pour certains de ces temporaires-là, on va leur montrer il y a le tapis rouge, hein, pour certains, et puis pour d'autres, il y a des obstacles, puis des portes qui se ferment. Et puis à un moment donné, c'est le temps de rentrer. Alors c'est très... vous voyez, donc mais on valorise beaucoup cette idée de l'immigration temporaire parce que ça permet peut-être, pour certaines d'avoir finalement une expérience canadienne de travail,
de développer cette capacité, cette expertise-là, mais ensuite de demander la résidence permanente. Et c'est un mécanisme qui se développe là depuis quelques années. C'est le nouveau système d'immigration au Canada. Donc les résidents permanents, c'est aussi, on parle beaucoup des résidents permanents, c'est des chiffres, vous voyez là encore les résidents permanents, on les distingue aussi en 3 catégories surtout. Autres immigrants, c'est minime, mais on distingue, vous voyez, les 3 grandes catégories du système d'immigration. Regroupement familial, immigrants économiques, c'est la grande partie. Vous voyez, elle grossit. Elle grossit. Certains diront, on s'est dit, est-ce que c'est les réfugiés qui ça diminue chez les réfugiés? Il y a eu une légère diminution quand même au niveau des réfugiés, mais c'est un système qui n'a pas trop, à part cette idée-là. Moi, je dirais, c'est ça quand on voit ceci, on se dit ça, c'est là depuis quelques... Ça ne bouge pas énormément. C'est l'autre dimension, c'est la dimension des temporaires qui a beaucoup changé. Ça va? Question. Oui. Joël de l'Ontario. Qui sont les autres? Qui comptent dans les autres? Ben, c'est des catégories plus précises de personnes qui demandent d'avoir accès au Canada pour des raisons humanitaires, d'asile. Donc ça pourrait rentrer un peu dans la catégorie des réfugiés, mais c'est des catégories assez minimes en termes de nombre. Mais je pense que c'est dans cet espace-là plutôt. Voilà, donc en gros, je voulais comparer Québec, bon, ça c'est encore des données tout simplement pour vous montrer, mais vous voyez, résidents permanents au Canada, on est à peu près 250 000, au Québec à peu près 50 000, ça a diminué un peu, là c'est un snapshot juste de l'année dernière. Mais on a aussi des résidents temporaires au Québec, des travailleurs, des étudiants étrangers. Ici, ça augmente. Vous voyez le chiffre? Si on met les travailleurs temporaires et les étudiants ensemble, on en a plus que des résidents permanents. Alors, souvent au Canada, on oubliait ça. Et on disait, oh non, au Canada, on a un système qui permet l'accès à la résidence permanente. On a un beau système d'immigration où c'est simple. Mais on fait beaucoup moins appel à des résidents temporaires. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. On a énormément de résidents temporaires, on a beaucoup de... Et c'est quelque chose qui a obligé même le gouvernement, il y a à peine une année, à réagir à ça. Parce que dans la perception des Canadiens, on ne pensait pas qu'il y avait des travailleurs temporaires. On se sent peut-être moins concerné par cette question-là. C'est quelque chose qui était moins dans l'actualité. C'est des choses qu'on évite même de parler. Et souvent, le Canada disait... Moi, je me rappelle, on dit, mais c'est plutôt en Europe qu'il y a eu des travailleurs temporaires. Ah, c'est en Europe qu'on a vu ce phénomène-là. En Allemagne. Je sais que, par exemple, en Argentine, qui vient d'Argentine? Oui. En Argentine, il n'y a pas beaucoup de mobilité de travailleurs temporaires aussi qui viennent. Importante, mais plutôt au 19e siècle. OK. Après, il y a eu une politique de peuplement très importante, sûrement similaire au Canada, liée au rapport entre superficie et démographie du pays. La taille. Il y a besoin de peupler le pays, et encore aujourd'hui, l'immigration est forte. Est-ce que les chiffres pour le Canada comprennent le Québec? Pardon, là les chiffres comprennent le Québec, et là, c'est uniquement le Québec. Oui. Pardon? Pour le Québec? Oui, non, le Québec a quand même un nombre important. C'est quelque chose qui le Québec était, quand on voit parmi les 3 provinces, c'est sûr que l'Ontario est la province qui reçoit beaucoup d'immigrants, mais l'Ontario a perdu un peu quand on voit maintenant la dynamique, c'est sûr que c'est l'Ontario, le Québec, on parle de peut-être Toronto, Montréal, Vancouver, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'Alberta aussi, qui a vu une augmentation assez importante, et au détriment surtout de l'Ontario. Et c'est ça qui est intéressant, et pas toute l'Ontario, au détriment de Toronto. Toronto, par exemple. Toronto, c'était le cœur. Et petit à petit, on voit que Toronto a perdu quand même, en l'espace d'une dizaine d'années, a perdu un certain pourcentage du nombre d'immigrants, parce que c'est des immigrants qui ont peut-être choisi d'aller travailler, d'aller en Alberta, parce qu'il y avait peut-être plus d'opportunités.
Et ça, c'est intéressant. Oui, je vois 2 mains. Pardon, il y avait... Je veux savoir le taux de rétention pour le Québec. Est-ce que les gens entrent au Québec et après ça sont tenus qu'il faut apprendre le français, certaines règles? Les gens quittent et s'en vont vers d'autres provinces? Ben oui, ça se fait. J'ai pas de chiffres, c'est toujours la question qui tue, là, la rétention. C'est-à-dire, c'est difficile de suivre, d'avoir des données précises sur la rétention. Mais c'est vrai qu'il y a des immigrants qui viennent au Québec et dans les communautés francophones hors Québec qui vont arriver dans ces communautés-là et qui ne vont pas rester. Et il y a de la mobilité. Donc, on va ensuite vers une autre destination. Ça se voit même au Québec, ça se voit aussi. Oui? J'espère que j'en fais pas suivre la présentation, mais est-ce qu'on retrouve le même système de contrôle des migrants qu'en France, par exemple? Est-ce qu'il y a le système de charter et de contrôle des sans-papiers? Je dirais que c'est moins, ça ne s'est pas fait, mais ça s'est posé là avec les travailleurs temporaires étrangers, les travailleurs peu qualifiés. Il y a bien sûr, et c'est une question intéressante, cette année, on a certaines catégories de travailleurs temporaires avaient un permis de 4 ans, hein, qui leur permettait de venir au Canada pendant 4 ans, mais pas rester 4 ans, mais d'avoir accès à rentrer et à sortir. Et leur permis se terminait cette année, fin avril. Et on craignait en fait que beaucoup de ces travailleurs-là finalement disparaissent, ne rentrent pas dans leur pays, deviennent des clandestins. Et dans les médias, on s'est sorti un peu comme « Ah, au Canada aussi, on a cette réalité-là. Hein, » c'est une réalité, ce n'est pas seulement les États-Unis, l'Arizona, le Mexique, la Californie, ça peut se faire au Canada. Donc, et puis il y a quand même, dans certains cas, le gouvernement fédéral, bien sûr, s'il peut, par la surveillance et par retrouver ces individus-là, certains, il y a des expulsions aussi, il y en a de plus en plus, il y en a dans des critères, dans des contextes là de ces nouvelles lois sur le terrorisme, sur ces nouvelles lois, cette surveillance accrue, vigilance. Il va y avoir donc des mesures aussi pour... mais peut-être moins même l'image du charter, menottes, Orly. J'ai déjà vu ça en France, où on voit des gens passer à l'aéroport et qui partent... forcés, accompagnés par 2-3 policiers. Ouais. Oui? Marisa du Brésil. Oui. Ces données, elles sortent des références officielles. Oui. Alors, il n'y a pas de données cachées par rapport au genre de travail exercé par les personnes-là. Des catégories de travailleurs qui sont transparentes, qui n'apparaissent pas, qui sont noirs. Il y a peu de... Moi, je connais les données par rapport aux résidents temporaires, surtout. Il y a des choses qui peuvent... oui, il y a des gens qui peuvent parfois disparaître. Est-ce qu'on a des chiffres précis? Moi, je n'ai pas vu ces chiffres-là. Mais certaines organisations qui défendent le droit des travailleurs immigrants ont des données, ont des observations précises là-dessus, sûrement. Oui. C'est ce que je dis, on n'a pas... Bon, on n'en a pas... On a eu quelques cas de clandestins arrivant par bateau, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans le modèle... on n'a pas la frontière, cette espèce de fixation qu'on a aux États-Unis avec la question des clandestins, et qui fait en sorte que le débat sur l'immigration aux États-Unis, il est assez focalisé là-dessus. Hein, vous êtes d'accord? On a l'impression qu'on ne peut pas aux États-Unis parler d'autre chose. Ça revient souvent. Moi, j'ai quand même des collègues américains qui travaillent, par exemple, sur l'immigration des Coréens dans le Midwest américain. C'est des choses fascinantes, mais on a l'impression que ça passe souvent sous le radar. C'est-à-dire on ne sait pas qu'aux États-Unis, il y a des choses fascinantes qui se font en recherche sur des problématiques d'immigration dans des petites villes. Il y a plein de... Mais c'est vrai qu'au Canada, on a peut-être moins la problématique de l'immigration. Cette question-là est moins présente, mais
Je dirais la seule fois où ça m'a surpris, c'est par rapport à cette fin du permis pour les travailleurs peu qualifiés, où on s'est dit, oh là là, il y en a 50 000, peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont bouger et puis on va les perdre et après ça, donc là, bien sûr, le fédéral réagit. Le temps est... OK. Ça va. 1h30, c'est rare, hein, on doit présenter en 20 minutes. OK. Je vais juste... Là encore, j'avais noté quelques lois, mais bon, c'est des... Au Canada, on a intéressant quand même, je ne vais pas rentrer dans toutes ces lois, mais on a adopté, ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on a adopté des lois sur la citoyenneté canadienne importantes après la guerre, l'adoption du système de points, je vais revenir là-dessus brièvement. Et ce qui est intéressant à noter, peut-être ici, en 2008, notre système d'immigration change considérablement au Canada, mais il n'y a pas de loi, ça se fait par décret. Et ça, c'est la méthode aussi du gouvernement fédéral, avec un ministre qui n'est plus le ministre de l'Immigration, qui s'appelait Jason Kenney, qui en 2008 a commencé à dire il faut changer notre système, il faut revoir les choses, mais ça se faisait par décret. Alors ça aussi, c'est une façon très centralisatrice. Le gouvernement veut contrôler le changement et bien sûr, il veut que d'autres y participent, mais c'est le gouvernement qui a fait tous ces changements-là. Donc, on a des lois, mais on est un peu, on dirait, en attente peut-être d'un cadre législatif qui pourrait peut-être remettre tout ça en place. Le système de points, c'est très important, ça rejoint une question. Pendant longtemps, on a eu ce mécanisme au Canada. Ça, c'est le modèle, c'est-à-dire que beaucoup de pays en Occident ont voulu adopter. On dit ça, c'est le système canadien. Bon, la France le regarde en salivant. Il y a des gens qui se disent c'est peut-être un système qu'on devrait adopter, où on pouvait sélectionner des immigrants à partir de critères. Alors, ça s'éloignait de l'autre. Avant, il n'y avait pas. Avant, on identifiait des régions, des pays, et puis on était dans un système beaucoup plus discriminatoire. Le système de points a permis finalement d'aller sélectionner des immigrants en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Sud, et en leur faisant bien sûr passer il y avait tout un processus, mais c'est ce qui définit en fait la catégorie de l'immigration économique. Bien sûr, les réfugiés, on ne leur fait pas passer le système de points. Hein. Le regroupement familial, ce n'est pas la même chose. C'était pour la sélection des candidats économiques. Oui. Quelle est la politique linguistique du Canada ou je sais pas, des différents États fédéraux à l'égard des migrants? C'est une politique d'enseignement de différentes langues ou pas, ou chaque État a une politique différente? Et est-ce que l'accès à la nationalité canadienne est lié à ses capacités langagières? Donc, la migration, oui. Et est-ce que l'accès aussi en France, par exemple, pour accéder à la nationalité française, il faut avoir certaines quantités d'années de scolarisation pour les enfants qui naissent sur le territoire français, et il faut avoir un certain niveau de français pour accéder. C'est une bonne question. Ça a changé, ça évolue. Je pense qu'on avait, dans le système de points, on avait une approche assez passive. Je pense qu'on était peut-être... Mais depuis quelques années encore, on veut renforcer la dimension langagière, donc pour s'assurer qu'on ait des immigrants qui puissent peut-être mieux s'intégrer. On part du principe qu'il est essentiel de maîtriser l'une des deux langues officielles du Canada. Et dans l'examen pour la citoyenneté aussi, le Canada a un examen pour obtenir la citoyenneté, un examen écrit. Et puis on renforce aussi cette dimension de la langue. C'est sûr que les immigrants aussi qui arrivent, il y a des cours de langue dans l'une des deux langues officielles. Certaines, ça aussi, ça crée un peu un questionnement au Canada, surtout pour les immigrants qui choisissent de s'installer dans les régions francophones. Quelle des deux langues officielles est la plus importante? Je sais que certaines personnes disaient que ce serait bien qu'on puisse offrir les deux cours, les deux langues, pardon, pas demander à l'immigrant de faire le choix de l'une des deux langues officielles. Je vois plusieurs mains, pardon. Oui? L'âge, est-ce que les plus jeunes sont favorisés ou les personnes plus
L'âge est un facteur sélectif. Hein? Il y a des catégories, c'est sûr qu'on privilégie, on a cette espèce de parti pris vers on va donner plus de points à quelqu'un qui a 30 ans que quelqu'un qui a 60 ans. C'est une question de points. Ouais, ça joue. Oui, pardon. Oui. Originaire du Texas, je regardais les derniers critères de l'adaptabilité. Oui. Comment mesure-t-on l'adaptabilité? C'est tellement subjectif. Comment est-ce que vous trouvez un principe? C'est-à-dire, si ça se trouve, je peux faire un cas, quoi, je m'adapte comme tout, j'arrive sur le sol canadien, je suis dans l'adaptabilité. Donc, donnez-moi les 10 points. Mais non, vraiment. Je crois que c'était beaucoup. Je ne suis pas allé examiner en fait tous les critères, mais en fait comment on mesure l'adaptabilité. Peut-être quelqu'un peut me répondre, mais je pense que c'est un aspect un peu de démontrer qu'on a un certain bagage qui va permettre peut-être aux candidats de fonctionner. Le système à points, moi je pensais beaucoup aussi, le système à points, souvent, je prends l'exemple vous êtes sélectionné, vous êtes un bon candidat, et puis une fois que vous arrivez au Canada, ben vous êtes un poisson, et puis on vous lance dans l'eau, et puis on dit maintenant nage. Hein? Nage. C'était ça le système à points. C'était un système basé sur la notion du capital humain. Hein? Ça, c'était très important. On disait, alors le capital humain, on va le quantifier, on va le mesurer, puis après ça, mais après, on ne dit pas, si tu as ce capital humain-là, tu es capable de nager. J'allais employer un mot peut-être plus... mais de nager, vas-y, nage. Mais après, on s'aperçoit que ce n'est pas évident. Oui? Oui? Quand même, je vois pour le système. Oui. C'est Charbon Haïti. Oui. Je vois que ça date depuis 1967. Oui. Est-ce que les données, la donne? Ben, c'est ça, le modèle a changé récemment. On s'éloigne du système à points, je vais vous le montrer. J'espère que c'est la prochaine. Oui? Oui? Pour répondre à la question, le système de points, déjà, ça, c'est les grandes catégories, mais il y a des sous-catégories sous chacune de celles-là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des entrevues aussi dans le pays d'origine qui sont faites avant et pour confirmer ce système de points. Donc, confirmer, si on veut, l'adaptabilité ou les expériences professionnelles. Donc, il y a des entrevues qui existent dans le pays d'origine pour confirmer le nombre de points, si on veut. Et il y a un nombre de points minimal aussi pour pouvoir arriver. Et je pense que c'était 68 à l'époque. Oui, 68. Et là, ensuite, ça part ou ça passe. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? En fait, pour répondre, ouais, on est quand je dis on est dans un moment, ça c'est depuis 2008, il y a un grand virage qui se fait au Canada vers ce que peut-être vous avez commencé à comprendre, un modèle qui était basé sur la résidence permanente, qui s'appuyait beaucoup aussi sur ce principe-là de la construction nationale. Hein. L'immigration, c'est un élément important de l'identité canadienne, du nation building. Et on va vers un système qui préconise beaucoup plus la résidence permanente pour répondre à des besoins spécifiques du marché, de l'emploi. Et ça fait en sorte qu'on s'éloigne du système de points, parce qu'on est dans un système, on est vraiment sorti, peut-être je dirais, le système de points est toujours, il est là, mais je veux dire, on le valorise beaucoup moins et on va vers ce type de mécanisme. Alors on préfère, par exemple, les étudiants étrangers viennent au Canada, restent 4 ans, font des études et après demandent leur résidence permanente. On leur facilite beaucoup l'accès à la résidence permanente. On leur donne un permis de travail qui leur permet de travailler durant leurs études. Une fois les études terminées, ils vont avoir un permis post-études qui leur permet de rester au Canada et de faire la demande de la résidence permanente au Canada. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Un étudiant devait rentrer dans son pays et s'il voulait revenir au Canada, il devait passer par le système de points. Hein, là, maintenant, on a donc toutes sortes de voies qui permettent comme ça à des candidats de rester au Canada. Alors, je vais peut-être aller directement... Je
Je vais peut-être revenir à ceci. Je voulais vous montrer des réformes. Donc, c'est toutes ces réformes qui sont importantes depuis 2008-2006 avec le gouvernement fédéral qui a enclenché tout un processus de réformes. Et des réformes qui sont, vous voyez, qui sont dans toutes les catégories. Là, vous avez un peu, quand on parle d'immigration au Canada, vous avez un peu tous les aspects importants. Hein, vous avez donc la catégorie économique, les réfugiés, la famille, les temporaires. On a l'engagement, le pouvoir du fédéral, l'établissement, c'est très important aussi, tout ce qui est service d'établissement au Canada. Il y a des réformes importantes là aussi, l'accès à la citoyenneté. Donc, tout ceci explique, dans tous ces secteurs, il y a des changements. Et ces changements, on les a pensés surtout pour des raisons peut-être que le gouvernement canadien, comme le gouvernement québécois, au Québec c'est un peu le même raisonnement, c'est un argumentaire très économique qui est développé par les gouvernements pour s'assurer que finalement on veut alors améliorer la situation économique des récents immigrants. On veut augmenter l'impact à court terme. Ça, c'est aussi un argument très économique. Un argument aussi de rationalité interne, c'est qu'au Canada, on s'est aperçu aussi qu'il y avait, avec toutes ces... que le système ne pouvait pas gérer toutes ces demandes et qu'il y avait ce qu'on appelle en anglais un backlog. Il fallait le régler. Alors, il fallait un nouveau système pour accélérer les choses. Et puis aussi, on a bien sûr tout un discours important actuellement au Canada aussi sur la question de la fraude, ceux qui essayent de profiter du système. Il faut que le système soit capable de répondre à ces abus et c'est très important pour le gouvernement qui est en place. Donc je dirais au Québec, on a aussi suivi un peu la même démarche. On a au Québec aussi eu des lois sur l'immigration, parce que le Québec est un cas très particulier au Canada aussi, il faut comprendre, c'est qu'il a pu négocier avec le gouvernement fédéral une entente qui lui permet d'avoir une autonomie, on pourrait dire, en termes de sélection, d'accueil des immigrants. Donc le Québec, c'est une province au Canada qui a vraiment pu se définir une place à part. Maintenant, dans la Constitution canadienne, là, vous avez un article, je pense que c'est l'article 93, qui parle de l'immigration et qui dit que l'immigration au Canada est une compétence partagée entre le fédéral et les provinces. Mais pendant longtemps, les provinces n'ont pas tellement été intéressées, on va dire. Pendant longtemps, les provinces, à part l'Ontario, pour des échanges économiques peut-être, la Colombie-Britannique, mais les provinces n'étaient pas vraiment intéressées. Donc c'est vraiment le fédéral. Mais bien sûr, le Québec, avec sa personnalité particulière, le Québec, lui, a vu l'article 93 et s'est dit... Pardon, c'est... 91 91, voilà. Et l'article, donc, explique clairement que cette possibilité des provinces de participer, elle est là. Mais certaines ne l'ont pas prise, le Québec l'a prise, et le Québec, à partir des années 60, a développé sa propre logique, sa propre dynamique autour de l'immigration. Et là, vous avez donc un peu l'ensemble peut-être législatif qui permet de voir que le Québec a été très actif pour développer sa politique en matière d'immigration. Actuellement, il y a donc on est en plein dedans au Québec aussi parce que depuis 2014, il y a donc une volonté là d'aller vers une nouvelle politique et ça se discute, en fait, ça va se poursuivre avec le gouvernement qui est en place. Je voulais vous montrer dans la politique québécoise aussi, il y a tout un énoncé intéressant qui tourne beaucoup autour de l'identité. Mais en même temps, quand on lit bien tout ce qui se fait actuellement au Québec, il y a aussi, bien sûr, toute la question économique. Et on place, bien sûr, la question de l'identité, de l'importance des valeurs communes, l'importance d'un attachement à ces valeurs, la primauté de la langue. C'est des principes qui sont très importants. Ça revient peut-être au troisième point que j'avais indiqué, là, la perception qu'on a de l'immigration. Finalement, l'immigration, qu'est-ce que ça amène à une société? Au Québec, il y a ce débat, bien sûr, qui s'est placé là depuis quelque temps.
Mais en même temps, on parle aussi quand même d'économie. Donc, au-delà d'avoir des valeurs, au-delà d'avoir une espèce de projet autour de l'immigration avec l'immigrant présent, il faut aussi, et ça, je trouve que c'est important, il y a cette notion économique qui ressort aussi dans le discours. Au Québec, on a eu des vagues d'immigration rapidement. Vous voyez, là encore, c'était une immigration plutôt blanche, plutôt européenne, mais ça s'est diversifié. Ça s'est diversifié beaucoup. Et ça s'est diversifié à partir des années 70-80. 90, ça marque beaucoup la société québécoise aussi, la fin du communisme. On a des vagues d'immigration venant d'Europe de l'Est. Et je dirais que depuis les années 2000 aussi, il y a une diversification, mais on a peut-être une fixation. On voit bien sûr dans les principaux pays, France, Maroc, Algérie, c'est des pays qui sont souvent dans les 5 premiers, là, je dirais depuis une dizaine d'années. Il y a d'autres cas, comme l'Iran, j'avais remarqué, récemment, je vois qu'il y a comme un boost, il y a une dynamique de volonté peut-être de diversifier, de voir qu'il y a des pays comme ça, autres que ces principaux pays-là. Donc, c'est un phénomène qu'on voit aussi au Québec. Oui? Petite question au Québec. Quelque chose qui n'est pas quelque chose avec laquelle je suis plus familière, mais on parlait tantôt de l'immigration temporaire. Donc, les élèves, les étudiants qui viennent ici obtiennent une facilité d'avoir comme rester 2 ans, 3 ans. Est-ce que c'est une bonne chose au Québec? Par exemple, je donne un exemple de, je pense, un élève qui parle anglais, anglophone, qui vient au Québec étudier, qui n'entrevoit pas nécessairement de faire sa vie chez nous parce que lui, il voit sur 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'il va être porté à adhérer, je ne sais pas moi, à la langue, à la culture? Ben, je crois que c'est... moi, je crois que c'est un travail à deux. Hein? C'est-à-dire il faut que la société d'accueil aussi peut-être montre à cet étudiant qu'il a peut-être... Il y a une possibilité. Je le vis beaucoup à Concordia, là, où on est dans une université. Oui, mais en même temps, je pense qu'on voit aussi une volonté c'est-à-dire de faire en sorte que l'immigrant voit la société québécoise comme un cadre qui peut être inclusif, qui peut lui permettre d'envisager un projet plus durable, mais en même temps, un étudiant son projet, c'est peut-être pas de rester, c'est de rentrer dans son pays d'origine. Souvent, on oublie ça. Il pourra peut-être aller plus loin, partir, mais on constate qu'il y a un sérieux problème, même avec les étudiants. Moi, j'ai des données, je voulais montrer à la fin, là, mais des étudiants français qui viennent au Québec, souvent vont partir. Ils vont aller en Ontario ou aux États-Unis et ils perçoivent le Québec comme un terrain, un passage. Ouais. Ouais. Pardon? Un aéroport. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais oui? Oui? Je vous demande le fait de faire plus dur les mesures pour accepter les gens. Par exemple, en 2008, depuis 2008, les Mexicains ont besoin de visa pour entrer en tant que touristes. Est-ce qu'il y a des effets économiques pour demander des visas au pays comme Mexique, en plus qu'il faut engager un bureau qui s'occupe pour la démarche de visa avant de passer au consulat ou au consulat canadien? Ben, je sais que c'est un peu contradictoire. On dit qu'on vit dans un espace de libre-échange, mais en même temps, le Canada impose des visas à certains pays. Mais je ne suis pas un expert, là, j'ai du mal à répondre peut-être à votre question, mais je sais mais ça varie aussi. Il y a des pays où on a imposé des visas pour des raisons, et puis après on les enlève. Je ne suis pas familier avec le cas du Mexique. Là. Oui? Oui. Bonjour, je m'appelle Alejandra Maya et je viens de l'Honduras. Oui. Oui, ça il me semble certainement très intéressant le cas de la migration, comme vous avez exprimé les points de sélection des immigrants. C'est vrai que pour nous qui sommes de l'Amérique latine, c'est parfois un peu plus difficile
d'accéder à l'immigration au Canada. Parce que presque tous les points que vous avez exprimés ont un lien direct avec l'accès aux opportunités des personnes. Et ça, c'est le principal phénomène qu'on trouve dans nos pays, une inégalité sociale très marquée qui différencie les personnes qui ont l'opportunité d'aller à l'université et de celles qui n'ont pas, qui sont forcées à l'exploitation du travail et tout ça. Donc, ça me donne un regard et une perspective de comment nous, les pays qui ont ces difficultés, et nous avons aussi comme le besoin de l'aide internationale. Et au Honduras, il y a 3 façons de venir au Canada. Tu peux le faire à travers un bureau qui se trouve, un bureau canadien. Et aussi, tu peux le faire par l'Internet. C'est un site d'Internet. Et le 3e, c'est par un autre bureau, mais que c'est comme un bureau privé. Et voilà, c'est ça. C'était juste pour ajouter comment les différents pays de l'Amérique latine ont un regard différent de le fait de venir au Canada. Et par contre, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas, pour la plupart de la population hondurienne, ce n'est pas une priorité de venir à cause de la difficulté de la langue, parce que nous sommes une minorité, les francophones là-bas, c'est comme presque une 3e langue après l'anglais. Donc, mais c'est toujours intéressant, on voit le Canada comme un pays d'opportunités. D'accord, merci. Oui? J'aimerais juste ajouter quelque chose, parce que c'est intéressant la question des visas mexicains tantôt, mais un peu comme ce dont je disais tantôt par rapport à la culture, en immigration, c'est un peu pareil. Les quotas, les visas sur l'immigration sont directement liés aux relations commerciales. Et ça, c'est une autre chose, c'est comme en culture, au Mexique, et puis je pense que ça a été le cas avec les pays en Europe de l'Est, c'est directement lié la République tchèque, il y a eu un resserrement. Il ne faut pas l'oublier non plus. L'imposition de visa, comme tu l'as dit, des fois on en met, après ça on les retire après quelques années. Il y a des arrière-scènes qu'on ne connaît pas publiquement, mais qui sont là quand même. Écoutez, je vais peut-être avancer, mais je voulais en fait vous montrer aussi un peu de ce que j'ai, un peu de terrain, mais rapidement, ça aussi, ça m'amène en fait à illustrer quelques recherches, mais les grandes questions, comme moi j'ai essayé de résumer ça au Canada et au Québec, donc comment gérer une diversification de la diversité, ça c'est un enjeu qui se pose au Québec, bien sûr, parce que là on est au Québec, ça se pose avec le nombre important de communautés issues de l'immigration, surtout à Montréal, dans le contexte montréalais, où on a eu un débat dans les années 2006-2008 sur ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables. Certains sont familiers avec ça. Il y a eu la même chose un peu en Ontario avec les tribunaux islamiques. On a entendu dans les jours 1 qu'on voulait installer en région de Toronto ce type de règlement qu'on pouvait, en fait, les communautés pouvaient, en termes de droit familial, je pense. Bon, il y a eu une réaction assez forte dans les médias. Donc, comment gérer, en fait, le vivre ensemble? C'est la grande question qu'on se pose au Canada, au Québec. Certains vont dire, il y a des modèles, il faut les adopter, mais c'est un des enjeux importants. L'intégration économique, je l'ai expliqué, je ne reviens pas là-dessus. L'autre élément intéressant, moi, je crois, c'est la problématique de la répartition de l'immigration. Au Canada, on a appelé ça avant le syndrome MTV, Montréal, Toronto, Vancouver. 80%, 83% à peu près des nouveaux arrivants, donc pensez les 250 000 résidents permanents par année, aller à Toronto, Montréal, Vancouver. Ça, dans les années 80, 90. Et on s'est dit, là, c'est quoi? Alors, les gens ont dit, c'est terrible. Les immigrants, c'est uniquement les grandes villes. Et puis en plus, alors, ils vont se ghettoiser dans les grandes villes. Ça va créer des problématiques difficiles. Alors, le gouvernement fédéral a parlé, lui, de répartition. Comment on peut mieux répartir? Alors, à partir des années 2000, il y a eu un travail assez important aussi dans les politiques publiques, dans le discours. Comment on peut s'assurer que les immigrants fassent un choix autre que Toronto, Montréal, Vancouver?
Certains diront, ben, ce n'est pas évident. Alors, il faut développer des stratégies, des politiques, il faut développer des initiatives. On ne peut pas tout simplement imaginer qu'un immigrant la plupart iront vers les grands centres par comme les yeux fermés, on va dire, parce qu'il y a des communautés déjà immigrantes en place, il y a des réseaux, et ça joue beaucoup. Alors, comment développer ces nouvelles destinations? Au Québec, on a une politique de régionalisation qui s'est implantée dans les années 80. Et au Canada, on a parlé plutôt de répartition, de stratégie des provinces, ainsi de suite. C'est un peu dans ce contexte-là que j'ai mené, moi, des recherches. La première, je vous montre un exemple frappant, c'est les immigrants coréens. J'avais travaillé au Nouveau-Brunswick sur les Coréens. Donc, comment la province du Nouveau-Brunswick, à un moment donné, décide de dire, ben, nous aussi, on a besoin d'immigrants, il faut développer des politiques, des stratégies en immigration. Alors, on va identifier des pays possibles, des cibles, des marchés. Hein, c'était très économique. Et on s'est aperçu que plusieurs provinces de l'Est du Canada ont pensé, ben, on pourrait aller recruter en Corée du Sud. Je vois des gens qui sourient en disant, pourquoi aller en Corée du Sud? Parce qu'en Corée du Sud, il y a des gens qui veulent quitter la Corée, première chose. Facteur, push. Hein? On va chercher, on recrute, on dit on va aller en Corée, on va aller vendre une province, on va aller vendre le Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on va aller vendre une province de l'Est du Canada pour ses opportunités économiques, son dynamisme, son innovation? Pas du tout. On va aller vendre le Nouveau-Brunswick surtout par la qualité de vie, par l'éducation que les enfants pourront avoir. L'éducation a beaucoup joué par la possibilité de vivre peut-être une vie plus tranquille, plus calme. Donc on va vendre une certaine image. Moi je pense souvent à l'immigration, quand on fait du recrutement, il y a beaucoup de tourisme aussi là-dedans. Hein. Le tourisme et l'immigration, c'est assez proche. On va vendre, on va définir une image. Et les Coréens sont venus en nombre assez important au Nouveau-Brunswick et se sont intégrés très, très bien, comme en Nouvelle-Écosse, comme à l'île du Prince-Édouard. Ils sont assez bien intégrés. Et c'est un exemple, je dirais, d'un processus qu'on voit un peu partout au Canada autour de l'immigration. Donc, première image. Deuxième image, une autre recherche. Là, c'est les travailleurs temporaires. Je suis allé faire un petit travail avec un étudiant, tout récent, sur les travailleurs temporaires dans un village francophone, Cap-Pelé. 2500 habitants, travailleurs temporaires dans l'été à Cap-Pelé, plus de 400. Guatemala, Philippines, femmes jamaïcaines, des gens qui viennent dans un petit village travailler dans ce qu'on appelle des shops à poissons et qui vont travailler là. Est-ce qu'il y a de l'intégration? Est-ce qu'ils restent? Non, parce que c'est des travailleurs temporaires. Mais quand même, dans le village, on a quand même remarqué que les gens du village commençaient à être aussi, se sentaient un peu plus concernés par ces travailleurs-là et voulaient quand même venir en aide, développer des moyens. Alors, on a vu des gens, par exemple, bien sûr, l'Église, c'est très important, mais voir aussi des individus dans la communauté qui se sont dit, ça n'a pas de bon sens, ces gens-là, ils vivent là, on ne les voit pas, ils travaillent, mais on ne les voit jamais, mais ils sont là, ils sont parmi nous. Mais est-ce qu'on va leur parler? Est-ce qu'on va leur tendre la main? Est-ce qu'on va échanger? La question de la langue est un problème, là, parce qu'on a des travailleurs qui ne sont pas des travailleurs francophones. C'est des travailleurs qui parlent peut-être un anglais minimal, mais qui sont surtout, qui parlent donc l'espagnol ou d'autres langues, mais qui viennent donc de loin. Et ces travailleurs temporaires, dans un petit village, je trouvais que c'était un autre cas aussi assez intéressant pour illustrer cette immigration en dehors donc des grands centres. La question aussi de la diversité, donc elle s'est posée peut-être de façon plus forte dans le contexte québécois. Je reviens au Québec. Dans le contexte québécois, je voulais vous parler de la question de la diversité. Au Québec aussi, on est dans un contexte où là, l'identité se pose avec l'immigration. Et comme je dis, ça s'est posé autour des accommodements raisonnables en 2006-2008. Dans les médias, bien sûr, je pense que ça c'est une image intéressante qui compare ou qui essaye d'opposer en fait cette image peut-être plus traditionnelle d'un Québec francophone, pure laine, versus un Québec de la diversité, un Québec qui change par sa population immigrante. Donc ça aussi, c'est un enjeu qu'on retrouve beaucoup au Québec, mais qui va aussi, bien sûr, marquer
les communautés francophones hors Québec, qui les marquent un peu plus, je pense. Et c'est un peu la réalité les accommodements raisonnables. C'était en 2006-2008, ça a créé tout un débat au Québec. Pourquoi certains connaissent la situation, d'autres peut-être pas, mais des communautés immigrantes donc, demandent des accommodements pour des questions de diversité, donc notamment le port du voile. Communauté juive hassidique aussi demande des accommodements, d'aménagement d'espace. Donc ça crée des tensions dans la communauté québécoise qui se demandent finalement jusqu'à où on peut aller en accommodant l'autre. Donc la question du voile est un signe, donc les signes, et ça s'est bien sûr reflété tout récemment encore dans un autre débat là, qui est encore présent dans la société québécoise autour de la charte des valeurs. Donc ça crée des tensions, des débats dans cette société québécoise autour donc, de l'aménagement du vivre ensemble, de la diversité. Et c'est des débats importants à savoir comment on peut, est-ce qu'on peut y trouver des solutions. C'est des grandes questions, mais c'était des enjeux. Oui? Oui. Les immigrants, en tant que plus qualifiés et moins qualifiés, est-ce que les groupes s'insèrent dans des espaces sociaux oui. ou dans des espaces de langue commune? Ça varie par les communautés immigrantes, mais moi, je n'ai pas vraiment mené de recherche là-dessus. Mais c'est sûr que, quand vous dites par rapport au degré de qualification, est-ce qu'on va s'insérer dans un espace particulier ou par rapport à une question d'appartenance ethnique ou culturelle, c'est sûr que ça joue pour certaines communautés, mais d'autres peut-être ont des trajectoires différentes. Il y a des immigrants qui finalement ont des trajectoires beaucoup plus individualistes, qui ne vont pas nécessairement être attachés à leur communauté d'appartenance, où ils vont consommer peut-être leur communauté d'appartenance comme un produit, mais ils ont également d'autres types d'appartenance. Ils ne sont pas liés, ils ne sont pas ghettoisés dans une communauté. C'est vrai que ça peut jouer par rapport à la variable socio-économique. Ça peut jouer. Mais je veux dire, à Montréal, j'ai remarqué, par exemple, les immigrants maghrébins, il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, mais il y a des différents niveaux économiques, il y a des différentes trajectoires, et puis c'est sûr que certaines catégories peut-être sont plus... Les Algériens ont peut-être tendance à, étant une immigration plus tardive, ayant vécu des situations plus difficiles, que les Marocains qui sont venus depuis plus longtemps, qui sont plus répartis aussi. Quand on voit la façon dont ils se répartissent dans l'espace urbain, ils ne sont pas comme concentrés. Ça, c'est un des éléments intéressants de l'immigration francophone, je dirais, au Canada. Au Québec, on le voit à Montréal. Il n'y a pas vraiment de forte ghettoisation comme dans d'autres peut-être situations, dans d'autres grandes villes, où là, on va voir peut-être des quartiers, des situations beaucoup plus... ce phénomène-là apparaître beaucoup plus. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je voulais juste peut-être que tu pourrais expliquer la notion aussi de francotrophe, que dans les travaux de Michel Payet, qu'au Québec, il y a des travaux qui portent sur votre question précise, mais il y a aussi des travaux qui montrent que ce qu'on appelle des francotrophes, donc souvent les gens qui arrivent d'Amérique latine s'intègrent plus facilement à la culture francophone et vont consommer aussi des produits culturels francophones. Et selon les dernières statistiques, il y a une augmentation même dans les milieux immigrants de consommation de culture populaire francophone. Donc ça peut être intéressant. Et dans les études de Payet, il y a aussi une réflexion sur l'importance pour la personne qui accueille dans le milieu de travail, qu'un des facteurs d'intégration les plus intéressants et les plus puissants, c'est les liens d'amitié qu'on va tisser avec d'autres, avec les gens avec qui on travaille qui sont immigrants.
Et c'est un facteur, selon Palier, d'intégration qui n'est pas très développé encore au Québec, aussi étonnant que c'est là pareil. Et des fois, c'est gentil, accueillant, les Canadiens ici, etc. Mais alors que ça peut compléter ce que tu dis, donc les francophones. Tu avais la main? Je veux juste ajouter quand même que la question est intéressante, puis c'est important de souligner que bon, c'est difficile de dire que tel type de communauté est dans tel type d'emploi et tout, mais on peut quand même constater des tendances. Tu parlais des Maghrébins à Montréal, par exemple. Peu importe, on remarque la tendance, le niveau de chômage plus élevé. Là est beaucoup plus c'est un facteur qu'ailleurs. Et donc, si c'est pas une tendance dans tel type d'emploi, c'est en tout cas au niveau du chômage, ça veut dire quelque chose. Il y a toutes les notions de discrimination qu'on ne traite pas ici à l'emploi, mais qui sont essentielles quand on parle d'intégration économique des immigrants et qui finalement nous ramènent peut-être plus à cette... le chômage ramène peut-être plus comme un lien commun de ces communautés-là, plus que tel ou tel type d'emploi. Exactement. Donc, c'est un facteur. Il y a un téléphone qui sonne. Ah. OK, on va terminer sur l'immigration francophone en dehors du Québec. C'est une autre problématique. Comme j'ai dit, ce n'est pas évident de comparer Québec avec en dehors du Québec parce que déjà, en termes de problématique, on est dans un tout autre, une toute autre dimension géographique. Il faut développer. Alors, je dirais, le cas de l'immigration francophone hors Québec, ça s'inscrit très bien dans cette idée que pour attirer des immigrants en dehors des grandes villes, il faut développer des stratégies. On ne peut pas... L'immigration, parfois, oui, un ou deux individus vont peut-être choisir d'atterrir dans une petite ville francophone du Canada, mais si on parle de l'immigration comme un levier important pour la vitalité des communautés francophones, pour développer les capacités de ces communautés, pour leur permettre de faire avec l'immigration aussi. Hein, que l'image qu'on a eue peut-être à un moment donné au Canada, c'est que l'immigration francophone, c'est le Québec, et l'immigration anglophone, ben, c'est tout le reste. Et qu'il y a des communautés francophones en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick. Et ces communautés-là, ben, elles peuvent aussi peut-être avoir droit à une part de cette immigration-là. Donc, il faut développer des stratégies, des capacités. Au Canada, on a beaucoup développé donc, les provinces. Première chose, ça a été une façon peut-être de s'assurer que les provinces ont commencé à se réveiller. Quand je disais, le Québec a bien fait son travail, mais à un moment donné, les provinces ont dit hey, « nous aussi, on a le droit article 91, d'essayer donc d'aller à Ottawa et de dire on peut aussi faire des ententes. » Alors, toutes les provinces ont des ententes avec le gouvernement. Les établissements postsecondaires, les universités sont un moyen aussi très important, une façon d'attirer... Bon, on sait que le Canada veut attirer beaucoup d'étudiants étrangers. Le Canada a une stratégie d'internationalisation de ses universités. Il faut aussi travailler avec la francophonie. On voit donc des universités petit à petit peut-être se développer aussi une stratégie. Il faut impliquer les acteurs des communautés. Ça, c'est un gros travail. Donc, toute cette question que dans des communautés peu habituées à l'immigration, des communautés qui n'ont pas vécu beaucoup cette dynamique de l'immigration, comment on amène les communautés à saisir en fait l'immigration, à en faire un élément de leur projet de développement, que ce soit une ville de 100 000 habitants, que ce soit des communautés qui sont peu habituées. Donc moi je dis dans l'immigration, dans les plus petits milieux, ça demande vraiment à ce qu'il y ait un travail qui se fasse vraiment avant même qu'on... Alors est-ce qu'il faut développer la communauté avant que les immigrants arrivent? Ça, je ne dis pas qu'il faut aussi rentrer dans une logique très pragmatique, là, mais il y a eu des cas parfois un peu drôles, hein, où on a vu des communautés dire ben, on aimerait nous avoir des immigrants, on n'en a pas, donc on va obtenir un beau financement du gouvernement fédéral, et puis on va essayer de dire ben, il faut se développer, il faut développer une communauté accueillante sans les immigrants. Ça a été un peu difficile, c'est comme je pense qu'on ne peut pas imaginer, OK, on va se préparer avant qu'ils arrivent. Mais ils ne vont peut-être jamais arriver. Alors après, ça crée beaucoup de frustration. Et c'est assez bizarre comme histoire, celle-là, mais je n'irai pas là. Alors, c'est très important tout ceci. Il y a eu au Canada, bon,
là encore, ça c'est le moment marquant, le signal d'alarme, quand on s'est dit, oh là là, l'évolution de la population de langue maternelle au Canada, c'est des données, ce tableau-là nous montre qu'il y a une, même si en termes de chiffres ça augmente, mais le pourcentage de la francophonie canadienne décline doucement. Et ça, en 2001, je m'en rappelle bien, c'est à partir de ce moment-là que les communautés francophones hors Québec ont commencé à parler un peu plus de l'immigration. Ils se sont dit, ça pourrait être une des solutions. Parce que sinon, ça va continuer, puis notre poids relatif va diminuer. Alors, on a commencé à parler de l'immigration, et puis on s'est dit, il faudrait que l'immigration vienne quand même, ça ne va peut-être pas remonter de façon vertigineuse, mais de maintenir, de dynamiser la communauté francophone hors Québec. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il y a eu tout un travail qui s'est fait en termes politiques aussi et en termes communautaires pour développer des programmes, des actions. Et là, vous avez donc l'ensemble un peu de toutes ces initiatives qui ont permis donc de faire de l'immigration francophone un dossier important au Canada. Alors, on a quand même, moi je pense qu'il y a eu quand même quelques réalisations importantes. On a augmenté le nombre, ça s'est fait beaucoup par la promotion et le recrutement autour d'initiatives comme Destination Canada. C'est un des salons d'immigration où on va à l'étranger et on essaye de rencontrer des candidats qui sont intéressés à venir dans les communautés francophones. Par les étudiants internationaux, au niveau de l'accueil, on a consolidé des réseaux francophones, on a impliqué des nouveaux joueurs, on a bien sûr aussi à un niveau peut-être plus identitaire, je dirais, là, fait un meilleur arrimage entre immigration et vitalité, le sens identitaire des communautés. Et là, ça varie énormément. Là, je dirais, c'est ça la beauté du cas canadien, que vous soyez dans la francophonie en Alberta ou que vous soyez dans la francophonie en Nouvelle-Écosse, hors Québec, hein, on oublie le Québec, vous êtes vraiment dans il y a des variations, il y a des différences, il y a des problématiques différentes aussi. Et ça joue beaucoup. Alors moi, le cas que je connais bien, c'est le Nouveau-Brunswick. Tout simplement, vous montrer un peu en image rapidement. On a développé, vous voyez, au Nouveau-Brunswick, des structures d'accueil pour des immigrants francophones. Bon. On a tenté avec du financement, c'est pas mais le financement provincial, le financement fédéral, on a voulu développer des espèces de centres d'accueil pour sortir aussi des principales villes. On s'est dit, voici les principales villes, Moncton étant une ville quand même à forte présence francophone. Et on a donc développé, même dans des régions plus rurales, des structures d'accueil d'établissements. Donc au niveau provincial, vous voyez, on a essayé de faire des choses quand même. Au niveau communautaire, ça s'est développé aussi par une adaptation du discours déjà. Vous savez? Je pense qu'une des premières choses quand on est dans des milieux homogènes francophones, c'est déjà de dire, mais comment on parle des immigrants? Moi, je me rappelle au début, on disait, il y a nous, puis il y a eux. Ben, si on reste dans le eux et le nous, déjà, ça va être difficile de faire des rapprochements. Alors, il y a eu tout un travail, je dirais, pour développer en fait une réflexion autour de la diversité dans des milieux francophones qui n'étaient pas habitués à la diversité. On a surtout créé aussi des centres, donc des tables de concertation, mais on a aussi, à partir des années 2000, fin des années 2000, créé un centre d'accueil pour les immigrants francophones. C'est une illustration que je connais bien, parce que moi j'y étais au début, où on a vraiment mis sur pied une espèce il fallait, pour que les immigrants francophones se sentent bien accueillis et qu'ils puissent aussi se sentir accueillis en français, parce que souvent l'immigrant francophone qui arrive dans des régions hors Québec, c'est il se sent en fait, il se sent dans un milieu anglophone. Alors c'était important pour l'accueillir. Je terminerai, on a fait des activités, celle-ci, je vois que Linda se lève. Je vais tout simplement vous montrer ceci. Oups, c'est passé trop vite. C'était un événement que moi j'ai toujours trouvé intéressant. Il fallait montrer en fait que le sport est un moyen d'intégrer, qu'il faut prendre des risques aussi. On avait organisé finale de la Coupe du Monde 2006, vous vous rappelez peut-être, France-Italie.
On avait créé un événement magnifique en faisant bien comprendre à une ville, municipalité, que d'abord, il n'y a pas que du baseball l'été, il n'y a pas que du... On peut réunir, on peut faire un événement et vous serez gagnant si vous nous laissez la chance d'organiser un événement, si vous nous donnez des sous, vous serez gagnant parce que ça va vous montrer une autre image de la municipalité et ça a vraiment permis de montrer la diversité. Et je terminerai là-dessus. J'avais une conclusion magnifique, mais je n'aurai pas le temps. Mais montrer la diversité, c'est un peu le grand défi pour les communautés francophones aussi. Oui, pardon. Oui, Pascal Moylan. Je voulais savoir, hier, on a eu la chance d'avoir la ministre de la francophonie de l'Ontario qui disait qu'il venait d'adopter une loi pour faire en sorte que l'immigration ontarienne, il y ait 5 ouais. de francophones. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires dans d'autres provinces? Manitoba, ils ont une cible. Ils ont toujours du mal à l'atteindre, mais au moins ils ont une cible. Et puis, dans d'autres provinces, il n'y a pas... Au Nouveau-Brunswick, à un moment donné, on a évoqué une cible, mais ça n'a jamais mené... Donc, cette idée de la cible, elle est intéressante, mais le problème, il faut l'atteindre. C'est ça. Mais certaines provinces ont... Oui, Ontario, Manitoba, c'est les deux que j'ai en tête. Philippe Ortali, Montréal. Oui. Le gouvernement fédéral aussi a une cible et pourtant on rate systématiquement cette cible-là de l'immigration francophone exact. Depuis des années. Exact. Qu'est-ce qui explique vraiment qu'on rate cette cible et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ça c'est la question, je l'avais noté, mais 4,4 ça serait la cible désirée, on est à 1,8 à peu près. Puis ce qui est étrange, c'est qu'on peut toujours dire, bon, on va maintenant dire ça sera en 2026, après peut-être qu'on va nous dire ça sera en 2032 ou ça sera... Comment changer ça? Mais moi je pense que c'est aux trois niveaux. C'est au niveau du recrutement et de la promotion. Il faut promouvoir des destinations dans la francophonie. Il faut mettre des sous pour aller recruter dans des régions. Et puis après, c'est l'intégration. Il faut qu'il y ait des exemples CAFI. Il faut qu'il y ait des structures d'accueil où les migrants se sentent bien accueillis, bien guidés. Et puis après, il y a la rétention. Je crois que c'est les... Mais ce n'est pas évident. Parce que si, en termes si le gouvernement fédéral mise beaucoup plus l'Asie, des salons d'immigration en Inde, son bureau à Londres et pas celui à Dakar, ben, vous voyez qu'est-ce qui se passe. C'est ça la game. Hein? Je vois que le temps passe. Oui? Est-ce que les cibles incluent les immigrants temporaires ou c'est juste les permanents? Non, juste les permanents. Seulement les permanents, oui. Parce que je sais que, par exemple, pour parler des francophones, je sais que dans le nord de l'Ontario, c'est quasiment juste des temporaires. Ouais. Je sais qu'il y en a qui se plaignent. Les services sont juste dans le sud de la province, ouais. À Toronto. Ouais. S'ils veulent devenir citoyens, s'ils veulent faire des efforts, il faut qu'ils se rendent dans le sud de l'Ontario. Mais ça leur coûte de l'argent, ça va leur coûter 600$ pour aller à l'hôtel, pour aller... Ben, c'est ce que je disais, il y a le tapis rouge, puis l'autre parcours, il est un peu comme ça. C'est un peu le problème des... Voilà. Écoute, merci beaucoup, Chélie. J'aimerais qu'on... Merci.